j'ai 72 ans, et en ce vendredi soir de décembre, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de sentir le vent glacial de Lyon transpercer mon manteau comme s'il me vouait une haine personnelle, mais j'étais là, debout sur le perron de cette maison dont j'ai fini de payer chaque brique. Les 4 chambres, les parquets en chêne, et même le nouveau chauffe-eau que j'ai installé il y a 6 mois de mes propres mains percluses d'arthrose, tout ça pour regarder mon fils, Édouard. Me fermer la porte au nez comme si j'étais un démarcheur importun pour qui il n'avait pas de temps à consacrer. La neige ne tombait pas, elle attaquait littéralement le trottoir. Papa, ce fut le dernier mot qu'il m'adressa avant que le loquet ne s'enclenche, pas de « je suis désolé », pas de « je t'appelle demain », juste « papa », comme si mon nom était un inconvénient, comme une note de bas de page qu'il préférait ignorer, et je ne le savais pas encore. Mais cette porte qui se fermait était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Laissez-moi revenir 20 minutes en arrière parce qu'il vous faut le tableau complet avant de décider qui est le méchant dans cette histoire, et alerte spoiler, ce n'est pas moi. Cela faisait 3 ans que nous vivions ensemble dans le quartier de la Croix-Rousse, Édouard, sa femme Sandrine et moi, et cela ne devait être que temporaire, juste le temps que mes genoux se remettent de mon opération, c'était l'arrangement, ce sur quoi nous étions tombés d'accord. Mais Sandrine avait apparemment un tout autre arrangement en tête. Je la voyais venir depuis des mois, sa façon de soupirer quand j'entrais dans la cuisine, sa manière d'utiliser, accidentellement, ma chaise à la table de la salle à manger puis de me regarder comme si j'étais un vieil homme confus de m'attendre à m'y asseoir, des petites choses. Des coupures de papier déguisées en hospitalité, mais ce vendredi 9 décembre, elle a enfin cessé de se cacher. J'étais dans ma chambre, la petite pièce au bout du couloir qui servait de débarras avant qu'Édouard ne la vide pour moi, quand je les ai entendus se disputer dans la cuisine, je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais les murs de cette maison sont aussi fins que des excuses de politiciens. Il n'est même plus malade, Édouard, la voix de Sandrine avait ce ton tranchant et assuré, assez calme pour paraître raisonnable mais assez acéré pour faire couler le sang, il déambule ici comme si c'était sa maison. C'était ma maison, mais pour Sandrine, c'était du passé, elle disait que c'était eux qui payaient les charges maintenant, oubliant que j'avais payé les traites pendant des décennies avant de donner les clés à Édouard. Je suis resté assis sur le bord de mon lit à écouter ma belle-fille démanteler 40 ans de ma vie en environ 11 minutes, elle était douée, je lui accorde ça, elle avait tout un argumentaire, je m'attendais presque à voir sortir un diaporama PowerPoint sur les frais de mutuelle. Les factures de course, la façon dont je prenais trop de place au salon, et le fait que j'avais des opinions sur l'éducation de ses enfants, alors que pour mémoire, j'avais juste mentionné une fois que les garçons ne devraient probablement pas manger des céréales au dîner 3 soirs de suite. Il doit partir, Édouard, il a des options, il a 72 ans et plein de gens de son âge vivent de manière indépendante, elle a marqué une pause avant de lâcher le mot, ou alors il y a des établissements spécialisés. Le mot « établissement » est tombé dans ma poitrine comme une pierre dans une eau stagnante, elle parlait d'un EHPAD, elle avait fait des recherches sur Internet pour trouver un endroit où m'entreposer comme un meuble encombrant dont on veut se débarrasser avant qu'il ne prenne trop de place. Je me suis levé, j'ai enfilé mon vieux manteau marron, celui que Violette m'avait acheté en 2003 dans une boutique de la rue de la République qui est devenue un magasin de vapotage depuis des années, je n'avais rien planifié, j'ai juste bougé. Je suis sorti de ma chambre placard, j'ai remonté le couloir en passant devant les photos de famille sur le mur, des photos où je figurais, souriant comme un idiot qui ne voyait rien venir, et je suis entré dans la cuisine. Sandrine s'est tue en me voyant, Édouard regardait le carrelage. J'en ai assez entendu, ai-je dit, sans drame, sans que ma voix ne tremble, je m'en vais. Papa, ne fais pas ça, a balbutié Édouard, mais j'ai levé la main, je n'allais pas jouer la scène des excuses hypocrites où l'on fait semblant qu'elle n'a pas dit ce qu'elle a dit, je suis trop vieux pour ça. Sandrine a levé le menton, écoute Lucien, personne ne te demande de partir sur le champ, mais je l'ai fixé droit dans les yeux, Sandrine, tu me demandes de partir depuis la rentrée de septembre, je me décide enfin à t'écouter. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris le sac de survie que je gardais près depuis 15 ans, une vieille habitude d'une vie dont je n'avais jamais parlé à Édouard, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est là que Sandrine a lâché, casse-toi, espèce de vieux fardeau inutile. Ce n'était pas un murmure, pas quelque chose qu'elle pourrait mettre sur le compte du stress, c'était hurlé à plein volume, comme si elle avait économisé ce venin depuis des années. Édouard n'a rien dit. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'hiver lyonnais. À 21h en décembre, les rues de la Croix-Rousse ne sont pas un endroit où un homme de 72 ans avec un mauvais genou devrait se trouver, le quartier était silencieux. Les décorations de Noël sur les balcons faisaient de leur mieux pour paraître joyeuses pendant que je me tenais sur le trottoir à me demander quel serait mon prochain coup, parce que j'avais toujours un coup d'avance,
je n'avais juste pas prévu d'en avoir besoin ce soir. J'ai commencé à marcher vers le centre socio-culturel à l'angle de la rue, non pas parce que j'avais un plan, mais parce que mes pieds savaient quelque chose que mon cerveau n'avait pas encore intégré. Mon téléphone a vibré, c'était Édouard, j'ai regardé le nom sur l'écran et j'ai laissé sonner. 2 pâtés de maison plus loin, le froid est devenu insupportable, mon genou gauche s'est bloqué sur une plaque de verglas devant l'ancienne boulangerie et j'ai failli tomber, je me suis rattrapé à une voiture garée, mais le choc était rude. Je suis resté là 1 minute, ma respiration formant de la buée dans le noir, la neige s'accumulant sur mes épaules. C'est ça que les trentenaires ne comprennent pas sur la vieillesse, ce ne sont pas les grandes pertes qui vous usent, ce sont les petites indignités, ce moment où vous réalisez que votre propre corps commence à donner raison à ceux qui pensent que vous êtes fini. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour appeler Édouard, mais pour appeler Lemoine, le commandant Marc-Antoine Lemoine, 23 ans de service à la police lyonnaise, il était le premier flic sur les lieux quand Violette est morte en 94, un mois de décembre exactement comme celui-ci. Il m'avait apporté du café, était resté jusqu'à l'aube sans jamais poser de questions indiscrètes, il ne me devait rien, mais en 30 ans, cet homme était devenu la personne que j'appelais quand le monde cessait d'avoir du sens. Lucien, a-t-il répondu dès la 2e sonnerie, il est presque 22 heures, qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'angle de la rue du Mail, je suis tombé. Tu es tombé? Pas complètement, mais mon genou a lâché. J'entendais déjà le bruit de ses clés et de sa porte qui s'ouvrait, je ne le savais pas encore, mais dans environ 4 heures, Édouard recevrait un appel et tout ce que Sandrine pensait avoir enterré, tout ce que j'avais construit en silence pendant 30 ans, allait éclater au grand jour. Reste en ligne, m'a dit Lemoine, ne bouge pas. La neige continuait de tomber sur la Croix-Rousse, et quelque part, 30 ans de secret allaient cesser d'en être. Il y a un froid particulier à Lyon en décembre, celui qui ne se contente pas de vous geler mais qui vous interroge. Assis sur le capot d'une Peugeot garée, mon genou battant comme un métronome de douleur, j'avais tout le temps de laisser ce froid me poser ces questions, pourquoi ne lui as-tu rien dit, Lucien? 30 ans de réunion de fondation le mardi soir, 30 ans à rediriger discrètement de l'argent, à bâtir quelque chose au nom de Violette pendant qu'Édouard pensait que j'étais juste un vieux retraité fatigué qui regardait des documentaires sur Arte et découpait des bons de réduction. J'avais gardé la plus grande œuvre de ma vie invisible pour la seule personne qui aurait dû savoir, parce qu'il en aurait fait une affaire personnelle ou que Sandrine en aurait fait une affaire d'argent, et Violette méritait mieux que ça. Lemoine est arrivé en 11 minutes chrono dans sa voiture de fonction qui ressemblait à un vaisseau spatial dans toute cette neige, les phares fendant l'obscurité comme si Dieu décidait enfin de répondre à un message envoyé 3 heures plus tôt. Il est sorti sans gyrophare, Lemoine n'aimait pas le spectacle, il réglait les problèmes comme un chirurgien, avec précision et sans public. Il m'a regardé et a eu l'audace de presque sourire, tu as une mine affreuse. J'ai déjà été pire. Il s'est approché, a inspecté mon genou d'un coup d'œil, 1994 me revient en mémoire. Cela m'a touché en plein cœur, décembre 1994, la nuit où Violette est partie, j'étais effectivement bien pire cette nuit-là, assis dans un couloir d'hôpital, incapable de formuler une phrase cohérente. Tu peux marcher, a demandé Lemoine. J'ai fait 200 mètres dans un blizzard avec un genou en vrac et ma dignité presque intacte, alors oui, je peux marcher. Presque intacte, a-t-il répété, ne force pas. Il m'a aidé à monter dans la voiture, pas parce que j'en avais besoin, enfin pas totalement, mais parce que c'était un homme qui comprenait la différence entre aider quelqu'un et l'humilier. Il m'a soutenu comme un partenaire, une main ferme sous le coude, sans commentaire inutile. Je me suis installé sur le siège passager et il a mis le chauffage à fond. Je ne le savais pas encore, mais à 2 kilomètres de là, au centre communautaire de la Croix-Rousse, quelque chose était déjà en train de se passer qui allait donner tout son sens à ce vendredi soir. Tu veux me dire ce qui s'est passé, a demandé Lemoine en s'engageant sur le boulevard. Sandrine s'est passée. Il a hoché la tête lentement, comme un homme qui a déjà entendu ce nom utilisé comme un diagnostic médical, elle a fini par craquer. Sans aucune hésitation, comme si elle s'était entraînée. La mâchoire de Lemoine s'est crispée, et Édouard? J'ai regardé la neige ensevelir le quartier, Édouard était là, immobile, comme un homme qui regarde un accident de voiture en ayant déjà décidé que ce n'était pas son problème. Le silence dans la voiture était lourd. Où veux-tu aller, Lucien? J'aurais dû dire un hôtel ou le bureau de mon notaire, mais j'ai juste dit, roule, j'ai besoin de 10 minutes pour réfléchir. On est passé devant la boulangerie, devant l'église, devant le petit bouchon lyonnais où je mangeais tous les dimanches depuis 12 ans, et puis Lemoine a ralenti devant le centre communautaire.
celui dont j'avais personnellement financé le nouveau système de chauffage en 2019 parce que les gamins gardaient leur manteau à l'intérieur, et là, c'était illuminé comme un soir de fête. Des voitures bordaient les deux côtés de la rue, des centaines de personnes étaient là sous la neige avec des bougies pour protéger la flamme du vent, une foule silencieuse en plein blizzard qui n'avait aucune raison d'être là. Quand est-ce que ai-je commencé, mais le moine m'a coupé, j'ai passé un coup de fil quand tu m'as appelé, Lucien, tu as bâti cet endroit, tu as bâti la moitié de ce quartier, tu croyais vraiment que j'allais te laisser sur un capot de voiture sans prévenir personne? J'ai essayé de fabriquer un peu d'indignation, mais voir tous ces gens tenir des bougies pour un homme qu'ils pensaient en danger a balayé toute ma colère. Qui as-tu appelé? Le diacre d'abord, puis c'est devenu viral, il y a même 2 camions de télévision, Lucien, je préfère te prévenir. J'ai regardé mon vieux manteau de 2003, le moine, je suis en loc. C'est un bon manteau, Violette l'avait bien choisi. Il savait que ce nom changeait l'atmosphère. Ils sont au courant pour la fondation, ai-je demandé. Le quartier a toujours su pour la fondation, Lucien, tout le monde savait, sauf Édouard. Cette vérité a chauffé ma poitrine comme une braise, j'avais passé 3 décennies à protéger un secret de mon propre fils alors que tout un code postal le gardait précieusement pour moi. Entrer dans le bâtiment fut toute une affaire, mon genou avait doublé de volume, mais j'ai refusé le brancard, je suis entré debout, soutenu par le moine. Le silence s'est fait quand la porte s'est ouverte, pas un silence gêné, mais celui d'une salle qui retient son souffle. J'ai reconnu les visages, la directrice de l'aide aux devoirs, le vieux Donald du club de lecture, les femmes du comité de la bourse Violette Donovan qui m'envoyaient des cartes de remerciement chaque année, des profs, des parents, des jeunes. Et puis, quelqu'un a commencé à applaudir. Je ne vais pas prétendre avoir géré ça avec dignité, j'ai 72 ans, je venais de me faire jeter de chez moi, et une salle pleine de gens qui connaissaient le nom de ma défunte femme m'acclamait. J'ai regardé le plafond pour ne pas craquer, c'est bon, rentrez tous chez vous avant d'attraper une pneumonie, Violette serait furieuse contre vous. Des rires ont éclaté, brisant la tension. On m'a installé dans le bureau du fond, la jambe surélevée, avec un café assez fort pour réveiller un mort, tandis que les caméras restaient à l'affût. Je ne le savais pas encore, mais à quelques kilomètres de là, Sandrine regardait les infos régionales de 23 heures avec l'expression de quelqu'un dont la réalité soigneusement construite est en train de s'effondrer. Le moine est entré dans le bureau, son téléphone à la main, il arrive. « Tu as appelé Édouard ?» Je lui ai dit que son père avait été retrouvé à moitié conscient dans la neige et qu'il devait venir immédiatement, j'ai peut-être omis quelques détails. Quelques-uns. La plupart. J'ai regardé mon café, le moine était un homme bien. Dans combien de temps? 15 minutes s'il panique et brûle les feux. Je me suis calé dans le fauteuil de ce bâtiment qui portait le nom de ma femme en lettres de 30 cm de haut, des lettres devant lesquelles Édouard était passé des milliers de fois sans jamais les lire vraiment. J'ai réfléchi à ce que j'allais lui dire, et j'ai décidé de ne rien dire du tout, parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots, elles s'expliquent d'elles-mêmes. À travers la petite vitre du bureau, je voyais le portrait de Violette, peint en 2018, elle riait, portant la robe jaune qu'elle avait l'été de la naissance d'Édouard, et sous le portrait, j'avais fait graver, bâti par Raymond, dans l'amour et le silence, pour toujours. Raymond était le nom de mon père, le nom que j'utilisais pour signer chaque document de la fondation depuis 30 ans, le nom que mon fils n'avait jamais entendu. J'ai entendu les bruits de pas rapides dans le couloir, des pas qui trahissaient la panique, pas le chagrin, mais la peur des conséquences. La porte s'est ouverte violemment, Édouard était là, essoufflé, prêt à débiter un discours qu'il avait dû préparer sur le trajet, mais ses yeux ont glissé vers le portrait de sa mère derrière moi. Le discours s'est évaporé. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. « Papa » a-t-il murmuré d'une voix ténue. « Assieds-toi avant de tomber, Édouard. » Il s'est approché lentement, les yeux fixés sur la robe jaune, sur le rire de Violette, sur ces lettres gravées dans le mur, c'est maman. Depuis quand est-elle sur ce mur? Depuis 2018, ils l'ont dévoilée pour son anniversaire. Tu as financé ça? J'ai financé le portrait, oui. Il clignait des yeux, essayant de faire un calcul mental impossible. Papa, c'est quoi cet endroit? C'était la question que j'attendais depuis 30 ans, je ne lui avais jamais menti, je lui avais juste caché la vue d'ensemble. Assieds-toi, Édouard. Il s'est effondré sur la chaise en face de moi, la Fondation Violette Donovan, créée en décembre 1995, un an après la mort de ta mère, 14 écoles financées dans toute la région,
des programmes de bourse pour 231 gamins envoyés à la fac, ce bâtiment acheté en 2001. Le gymnase ajouté en 2011, tout ça a été fait au nom de Raymond, pour que ce ne soit pas une question de gloire mais une question de mémoire. Le silence était plus bruyant que le blizzard dehors. Mais d'où vient l'argent? Tu as travaillé à l'usine pendant 30 ans. Ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que ton grand-père m'a laissé un héritage conséquent en 1993, je l'ai placé dans un trust l'année après la mort de Violette et je n'ai jamais touché un centime personnellement, cet argent était à elle, il était pour ça. Édouard a mis sa tête dans ses mains. Dehors, les caméras tournaient, racontant l'histoire d'un vieil homme qui avait transformé son deuil en miracle urbain. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je croyais que tu passais tes journées à regarder des docus et à découper des bons d'achat. Parce que tu l'aurais dit à Sandrine, et Sandrine en aurait fait une discussion sur le patrimoine, les héritages et ce qui lui est dû, et tout ceci n'a jamais été une question de patrimoine, Édouard, c'était pour rendre hommage à la femme qui t'a mis au monde. Édouard s'est levé, est allé voir le portrait de plus près, ses épaules ont tremblé, il pleurait en silence, redécouvrant sa mère non plus comme un souvenir, mais comme un héritage vivant. Elle aurait détesté tout ce foin, a-t-il dit avec un demi-sourire triste. C'est vrai, elle aurait pleuré en privé et m'aurait engueulé en public. Dans ce son, j'ai retrouvé mon fils, pas le mari de Sandrine, mais le gamin qui s'endormait sur les genoux de Violette pendant les orages. Papa, ce que Sandrine a dit ce soir. Je ne veux pas de cette discussion ce soir, Édouard, je veux juste une excuse, la tienne, et un endroit chaud pour dormir. Je suis désolé, papa, je suis tellement désolé d'avoir laissé faire ça. Son téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement, il l'a tourné vers moi, 17 appels manqués de la mère de Sandrine, de sa sœur, et un SMS de Sandrine elle-même, ils disent aux infos qu'il a bâti tout le centre, qu'il finance des écoles depuis 30 ans, Édouard, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je n'ai rien dit. Sandrine, qui m'avait traité de fardeau inutile 3 heures plus tôt, découvrait l'ampleur de son erreur devant son téléviseur. J'ai posé ma main sur le bras de mon fils, ta mère aurait aimé ce que cet endroit est devenu, et elle t'aurait aimé malgré tout, tu as juste rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Le moine est revenu, il y a une journaliste qui veut te parler. Donne-moi 5 minutes. J'ai regardé Édouard, il y a autre chose, assieds-toi. J'ai sorti de mon sac une enveloppe épaisse avec l'entête de mon notaire, c'est mon testament mis à jour il y a 3 semaines, la maison de la Croix-Rousse, celle que j'ai payée et dont je t'ai donné les clés, je l'ai remise au nom de la fondation. Elle va devenir un centre d'hébergement temporaire pour les familles du programme. Édouard est devenu livide, papa. Sandrine a dit que c'était un fardeau, alors je m'assure que ce fardeau serve à 30 familles qui en ont vraiment besoin, elle a 60 jours pour évacuer, mon notaire a envoyé les papiers cet après-midi. Édouard me regardait comme si le sol s'était dérobé, et moi. Toi, tu as un choix à faire, et tu as 60 jours pour le faire. Je me suis levé, ignorant la douleur de mon genou. Je suis sorti dans le grand hall, devant les caméras, avec mon vieux manteau et mes 30 ans de silence. Quelque part dans un salon qui ne m'appartenait plus, Sandrine me regardait à la télé. Monsieur Donovan, parlez-nous de cette fondation, a dit le journaliste. J'ai regardé droit dans l'objectif, c'est une histoire d'amour, elle a commencé la nuit où ma femme est morte et elle ne s'est jamais arrêtée. Derrière moi, j'entendais Édouard pleurer, de ces pleurs d'homme qui comprend enfin ce qu'il a failli perdre. Bien, qu'il pleure, certaines leçons doivent coûter cher pour être retenues.